Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Troisième partie du livre audio. 1. Dans l'air, une balle qui siffle. Sylvestre s'arrête court, dressant l'oreille. C'est sur une plaine infinie, d'un vert tendre et velouté de printemps. Le ciel est gris, pesant aux épaules. Ils sont là, 6 matelots armés, en reconnaissance au milieu des fraîches rizières, dans un sentier de boue. Encore, ce même bruit dans le silence de l'air. Bruit aigre et ronflant, espèce de dzin prolongé, donnant bien l'impression de la petite chose méchante et dure qui passe là tout droit, très vite, et dont la rencontre peut être mortelle. Pour la première fois de sa vie, Sylvestre écoute cette musique-là. Ces balles qui vous arrivent sonnent autrement que celles que l'on tire soi-même. Le coup de feu, parti de loin, est atténué. On ne l'entend plus. Alors on distingue mieux ce petit bourdonnement de métal qui file en traînée rapide, frôlant vos oreilles. Et dzin encore, et dzin. Il en pleut, maintenant, des balles. Tout près des marins, arrêtées net, elles s'enfoncent dans le sol inondé de la rizière, chacune avec un petit flac de grêle, sec et rapide, et un léger éclaboussement d'eau. Eux se regardent, en souriant comme d'une farce drôlement jouée, et ils disent « Les Chinois, Annamite, Tonkinois, Pavillon noir pour les matelots, tout cela c'est de la même famille chinoise. » 2 ou 3 balles sifflent encore, plus rasantes, celles-ci. On les voit ricocher comme des sauterelles dans l'herbe. Cela n'a pas duré 1 minute, ce petit arrosage de plomb. Et déjà, cela cesse. Sur la grande plaine verte, le silence absolu revient. Et nulle part on n'aperçoit rien qui bouge. Ils sont tous les 6 encore debout, l'œil au guet, prenant le vent. Ils cherchent d'où cela a pu venir. De là-bas, sûrement, de ce bouquet de bambous qui fait dans la plaine comme un îlot de plumes, et derrière lesquels apparaissent, à demi cachées, des toitures cornues. Alors ils y courent. Dans la terre détrempée de la rizière, leurs pieds s'enfoncent ou glissent. Sylvestre, avec ses jambes plus longues et plus agiles, est celui qui court devant. Rien ne siffle plus. On dirait qu'ils ont rêvé. Et comme, dans tous les pays du monde, certaines choses sont toujours et éternellement les mêmes. Le gris des ciels couverts, la teinte fraîche des prairies au printemps. On croirait voir les champs de France avec des jeunes hommes courant là gaiement pour tout autre jeu que celui de la mort. Mais à mesure qu'ils s'approchent, ces bambous montrent mieux la finesse exotique de leurs feuillets. Ces toits de village accentuent l'étrangeté de leurs courbures. Et des hommes jaunes, embusqués derrière, avancent pour regarder, leurs figures plates contractées par la malice et la peur. Puis, brusquement, ils sortent en jetant un cri, et se déploient en une longue ligne tremblante, mais décidée et dangereuse. « Les Chinois !» disent encore les matelots, avec leur même brave sourire. Mais c'est égal, ils trouvent cette fois qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a trop. Et l'un d'eux, en se retournant, en aperçoit d'autres, qui arrivent par derrière, émergeant d'entre les herbages. Il fut très beau, dans cet instant, dans cette journée, le petit Sylvestre. Sa vieille grand-mère eût été fière de le voir si guerrier. Déjà transfiguré depuis quelques jours, bronzé, la voix changée, il était là comme dans un élément à lui. À 1 minute d'indécision suprême, les matelots, éraflés par les balles, avaient presque commencé ce mouvement de recul qui eût été leur mort à tous. Mais Sylvestre avait continué d'avancer, ayant pris son fusil par le canon. Il tenait tête à tout un groupe, fauchant de droite et de gauche, à grands coups de crosse qui assommaient. Et, grâce à lui, la partie avait changé de tournure. Cette panique, cet affolement, ce je ne sais quoi qui décide aveuglément de tout,
dans ces petites batailles non dirigées, étaient passés du côté des Chinois. C'étaient eux qui avaient commencé à reculer. C'était fini maintenant. Ils fuyaient. Et les 6 matelots, ayant rechargé leurs armes à tir rapide, les abattaient à leur aise. Il y avait des flaques rouges dans l'herbe, des corps effondrés, des crânes versant leur cervelle dans l'eau de la rizière. Ils fuyaient tout courbés, rasant le sol, s'aplatissant comme des léopards. Et Sylvestre courait après, déjà blessé 2 fois, un coup de lance à la cuisse, une entaille profonde dans le bras. Mais ne sentant rien que l'ivresse de se battre, cette ivresse non raisonnée qui vient du sang vigoureux, celle qui donne aux simples le courage superbe, celle qui faisait les héros antiques. Un qu'il poursuivait se retourna pour le mettre en joue, dans une inspiration de terreur désespérée. Sylvestre s'arrêta, souriant, méprisant, sublime, pour le laisser décharger son arme, puis se jeta un peu sur la gauche, voyant la direction du coup qui allait partir. Mais, dans le mouvement de détente, le canon de ce fusil dévia par hasard dans le même sens. Alors, lui sentit une commotion à la poitrine, et comprenant bien ce que c'était, par un éclair de pensée, même avant toute douleur, il détourna la tête vers les autres marins qui suivaient, pour essayer de leur dire, comme un vieux soldat, la phrase consacrée. « Je crois que j'ai mon compte. » Dans la grande aspiration qu'il fit, venant de courir, pour prendre avec sa bouche de l'air plein ses poumons, il en sentit entrer aussi, par un trou à son sein droit, avec un petit bruit horrible, comme dans un soufflet crevé. En même temps, sa bouche s'emplit de sang, tandis qu'il lui venait au côté une douleur aiguë, qui s'exaspérait vite, vite, jusqu'à être quelque chose d'atroce et d'indicible. Il tourna sur lui-même 2 ou 3 fois, la tête perdue de vertige et cherchant à reprendre son souffle au milieu de tout ce liquide rouge dont la montée l'étouffait. Et puis, lourdement, dans la boue, il s'abattit. 2. Environ 15 jours après, comme le ciel se faisait déjà plus sombre à l'approche des pluies et la chaleur plus lourde sur ce tonkin jaune, Sylvestre, qu'on avait rapporté à Hanoï, fut envoyé en rade d'Along et mis à bord d'un navire-hôpital qui rentrait en France. Il avait été longtemps promené sur divers brancards, avec des temps d'arrêt dans des ambulances. On avait fait ce qu'on avait pu, mais dans ces conditions mauvaises, sa poitrine s'était remplie d'eau, du côté percé, et l'air entrait toujours, en gargouillant, par ce trou qui ne se fermait pas. On lui avait donné la médaille militaire, et il en avait eu un moment de joie. Mais il n'était plus le guerrier d'avant, à l'allure décidée, à la voix vibrante et brève. Non, tout cela était tombé devant la longue souffrance et la fièvre amollissante. Il était redevenu enfant, avec le mal du pays. Il ne parlait presque plus, répondant à peine d'une petite voix douce, presque éteinte. Se sentir si malade et être si loin, penser qu'il faudrait tant de jours et de jours avant d'arriver au pays. Vivrait-il seulement jusque-là avec ses forces qui diminuaient? Cette notion d'effroyable éloignement était une chose qui l'obsédait sans cesse, qui l'oppressait à ses réveils. Quand, après les heures d'assoupissement, il retrouvait la sensation affreuse de ses plaies, la chaleur de sa fièvre et le petit bruit soufflant de sa poitrine crevée. Aussi, il avait supplié qu'on l'embarquât, au risque de tout. Il était très lourd à porter dans son cadre. Alors, sans le vouloir, on lui donnait des secousses cruelles en le charroyant. À bord de ce transport qui allait partir, on le coucha dans l'un des petits lits de fer alignés à l'hôpital et il recommença en sens inverse sa longue promenade à travers les mers. Seulement, cette fois, au lieu de vivre comme un oiseau dans le plein vent de Hune, c'était dans les lourdeurs d'en bas, au milieu des exhalaisons de remèdes, de blessures et de misère.
Les premiers jours, la joie d'être en route avait amené en lui un peu de mieux. Il pouvait se tenir soulevé sur son lit avec des oreillers, et de temps en temps, il demandait sa boîte. Sa boîte de matelot était le coffret de bois blanc acheté à Paimpol pour mettre ses choses précieuses. On y trouvait les lettres de la grand-mère, Yvonne, celles d'Yann et de Gaude, un cahier où il avait copié des chansons du bord, et un livre de Confucius en chinois, pris au hasard d'un pillage sur lequel, au revers blanc des feuillets, il avait inscrit le journal naïf de sa campagne. Le mal pourtant ne s'améliorait pas, et, dès la première semaine, les médecins pensèrent que la mort ne pouvait plus être évitée. Près de l'équateur maintenant, dans l'excessive chaleur des orages. Le transport s'en allait, secouant ses lits, ses blessés et ses malades. S'en allait toujours vite, sur une mer remuée, tourmentée encore comme au renversement des moussons. Depuis le départ d'Along, il en était mort plus d'un, qu'il avait fallu jeter dans l'eau profonde sur ce grand chemin de France. Beaucoup de ces petits lits s'étaient débarrassés déjà de leur pauvre contenu. Et ce jour-là, dans l'hôpital mouvant, il faisait très sombre. On avait été obligé, à cause de la houle, de fermer les mantelets en fer des sabords, et cela rendait plus horrible cet étouffoir de malades. Il allait plus mal, lui. C'était la fin. Couché toujours sur son côté percé, il le comprimait des deux mains, avec tout ce qui lui restait de force, pour immobiliser cette eau, cette décomposition liquide dans ce poumon droit, et tâcher de respirer seulement avec l'autre. Mais cet autre aussi, peu à peu, s'était pris par voisinage, et l'angoisse suprême était commencée. Toutes sortes de visions du pays hantaient son cerveau mourant. Dans l'obscurité chaude, des figures aimées ou affreuses venaient se pencher sur lui. Il était dans un perpétuel rêve d'halluciner, où passaient la Bretagne et l'Islande. Le matin, il avait fait appeler le prêtre, et celui-ci, qui était un vieillard habitué à voir mourir des matelots, avait été surpris de trouver sous cette enveloppe si virile la pureté d'un petit enfant. Il demandait de l'air, mais il n'y en avait nulle part. Les manches avant n'en donnaient plus. L'infirmier, qui les vantait tout le temps avec un éventail à fleurs chinoises, ne faisait que remuer sur lui des buées malsaines, des fadeurs déjà 100 fois respirées, dont les poitrines ne voulaient plus. Quelquefois, il lui prenait des rages désespérées pour sortir de ce lit où il sentait si bien la mort venir, d'aller au plein vent là-haut, essayer de revivre. Oh, les autres, qui couraient dans les aubans, qui habitaient dans les hunes. Mais tout son grand effort pour s'en aller n'aboutissait qu'à un soulèvement de sa tête et de son cou affaibli. Quelque chose comme ces mouvements incomplets que l'on fait pendant le sommeil. Et non, il ne pouvait plus. Il retombait dans les mêmes creux de son lit défait, déjà englué là par la mort. Et chaque fois, après la fatigue d'une telle secousse, il perdait pour un instant conscience de tout. Pour lui faire plaisir, on finit par ouvrir un sabord, bien que ce fût encore dangereux, la mer n'étant pas assez calmée. C'était le soir, vers 6 heures. Quand cet auvent de fer fut soulevé, il entra de la lumière seulement, de l'éblouissante lumière rouge. Le soleil couchant apparaissait à l'horizon avec une extrême splendeur dans la déchirure d'un ciel sombre. Sa lueur aveuglante se promenait au roulis, et il éclairait cet hôpital en vacillant, comme une torche que l'on balance. De l'air? Non, il n'en vint point. Le peu qu'il y en avait dehors était impuissant à entrer ici, à chasser les senteurs de la fièvre. Partout, à l'infini, sur cette mer équatoriale, ce n'était qu'humidité chaude, que lourdeur irrespirable. Pas d'air nulle part, pas même pour les mourants qui haletaient. Une dernière vision l'agita beaucoup. Sa vieille grand-mère, passant sur un chemin, très vite, avec une expression d'anxiété déchirante. La pluie tombait sur elle, de nuages bas et funèbres.
Elle se rendait à Paimpol, mandait au bureau de la marine pour y être informée qu'il était mort. Il se débattait maintenant, il râlait. On épongeait au coin de sa bouche de l'eau et du sang qui étaient remontés de sa poitrine, à flot, pendant ses contorsions d'agonie. Et le soleil magnifique l'éclairait toujours. Au couchant, on eût dit l'incendie de tout un monde, avec du sang plein les nuages. Par le trou de ce sabord ouvert entrait une large bande de feu rouge, qui venait finir sur le lit de Sylvestre, faire un nimbe autour de lui. À ce moment, ce soleil se voyait aussi, là-bas, en Bretagne, où midi allait sonner. Il était bien le même soleil, et au même instant précis de sa durée sans fin. Là, pourtant, il avait une couleur très différente. Se tenant plus haut dans un ciel bleuâtre, il éclairait d'une douce lumière blanche la grand-mère Yvonne, qui travaillait à coudre, assise sur sa porte. En Islande, c'était le matin. Il paraissait aussi, à cette même minute de mort. Pâli davantage, on eût dit qu'il ne parvenait à être vu là que par une sorte de tour de force d'obliquité. Il rayonnait tristement, dans un fjord où dérivait la Marie. Et son ciel était cette fois d'une de ces puretés hyperboréennes qui éveillent des idées de planètes refroidies n'ayant plus d'atmosphère. Avec une netteté glacée, il accentuait les détails de ce chaos de pierre qui est l'Islande. Tout ce pays, vu de la Marie, semblait plaqué sur un même plan et se tenir debout. Yann, qui était là, éclairé un peu étrangement lui aussi, pêchait comme d'habitude au milieu de ces aspects lunaires. Au moment où cette traînée de feu rouge qui entrait par ce sabord de navire s'éteignit, où le soleil équatorial disparut tout à fait dans les eaux dorées, on vit les yeux du petit-fils mourant se chavirer, se retourner vers le front comme pour disparaître dans la tête. Alors on abaissa dessus les paupières avec leurs longs cils, et Sylvestre redevint très beau et calme, comme un marbre couché. 3. Aussi bien. Je ne puis m'empêcher de compter cet enterrement de Sylvestre que je conduisis moi-même là-bas, dans l'île de Singapour. On en avait assez jeté d'autres dans la mer de Chine pendant les premiers jours de la traversée. Comme cette terre malaise était là tout près, on s'était décidé à le garder quelques heures de plus pour l'y mettre. C'était le matin, de très bonne heure, à cause du terrible soleil. Dans le canot qui l'emporta, son corps était recouvert du pavillon de France. La grande ville étrange dormait encore quand nous accostâmes à terre. Un petit fourgon, envoyé par le consul, attendait sur le quai. Nous y mîmes Sylvestre et la croix de bois qu'on lui avait faite à bord. La peinture en était encore fraîche, car il avait fallu se hâter, et les lettres blanches de son nom coulaient sur le fond noir. Nous traversâmes cette Babel au soleil levant. Et puis, ce fut une émotion de retrouver là, à 2 pas de l'immonde grouillement chinois, le calme d'une église française. Sous cette haute nef blanche, où j'étais seul avec mes matelots, le Disrae, chanté par un prêtre missionnaire, résonnait comme une douce incantation magique. Par les portes ouvertes, on voyait des choses qui ressemblaient à des jardins enchantés, des verdures admirables, des palmes immenses. Le vent secouait les grands arbres en fleurs, et c'était une pluie de pétales d'un rouge de carmin qui tombait jusque dans l'église. Après, nous sommes allés au cimetière très loin. Notre petit cortège de matelots était bien modeste, le cercueil toujours recouvert du pavillon de France. Il nous fallut traverser des quartiers chinois, un fourmillement de monde jaune, puis des faubourgs malais, indiens, où toutes sortes de figures d'Asie nous regardaient passer avec des yeux étonnés. Ensuite, la campagne, déjà chaude,
des chemins ombreux où volaient d'admirables papillons aux ailes de velours bleu, un grand luxe de fleurs, de palmiers, toutes les splendeurs de la sève équatoriale. Enfin, le cimetière, des tombes mandarines avec des inscriptions multicolores, des dragons et des monstres, d'étonnants feuillages, des plantes inconnues. L'endroit où nous l'avons mis ressemble à un coin des jardins d'Indra. Sur sa terre, nous avons planté cette petite croix de bois qu'on lui avait faite à la hâte pendant la nuit. Sylvestre Mohan, 19 ans. Et nous l'avons laissé là, pressé de repartir à cause de ce soleil qui montait toujours, nous retournant pour le voir, sous ces arbres merveilleux, sous ces grandes fleurs. 4. Le transport continuait sa route à travers l'océan Indien. En bas, dans l'hôpital flottant, il y avait encore des misères enfermées. Sur le pont, on ne voyait qu'insouciance, santé et jeunesse. Alentour, sur la mer, une vraie fête d'air pur et de soleil. Par ces beaux temps d'Alizé, les matelots, étendus à l'ombre des voiles, s'amusaient avec leurs perruches à les faire courir. Dans ce Singapour d'où ils venaient, on vend aux marins qui passent toutes sortes de bêtes apprivoisées. Ils avaient tous choisi des bébés de perruches, ayant de petits airs enfantins sur leur figure d'oiseaux. Pas encore de queue, mais déjà verte. Oh, d'un vert admirable. Les papas et les mamans avaient été verts, alors elle, toute petite, avait hérité inconsciemment de cette couleur-là, posée sur ces planches si propres du navire. Elle ressemblait à des feuilles très fraîches tombées d'un arbre des tropiques. Quelquefois, on les réunissait toutes. Alors, elles s'observaient entre elles drôlement. Elles se mettaient à tourner le cou en tous sens, comme pour s'examiner sous différents aspects. Elles marchaient comme des boiteuses, avec des petits trémoussements comiques, partant tout d'un coup très vite, empressées, on ne sait pour quelle patrie. Et il y en avait qui tombaient. Et puis les guenons apprenaient à faire des tours, et c'était un autre amusement. Il y en avait de tendrement aimés, qui étaient embrassés avec transport et qui se pelotonnaient tout contre la poitrine dure de leur maître en les regardant, avec des yeux de femme, moitié grotesques, moitié touchantes. Au coup de 3 heures, les fourriers apportèrent sur le pont 2 sacs de toile, scellés de gros cachets en cire rouge et marqués au nom de Sylvestre. C'était pour vendre à la criée, comme le règlement l'exige pour les morts, tous ses vêtements, tout ce qui lui avait appartenu au monde. Et les matelots, avec entrain, vinrent se grouper autour. À bord d'un navire-hôpital, on en voit assez souvent, de ces ventes de sacs, pour que cela n'émotionne plus. Et puis, sur ce bateau, on avait si peu connu Sylvestre. Ses vareuses, ses chemises, ses maillots à raies bleues furent palpés, retournés, et puis enlevés à des prix quelconques, les acheteurs surfaisant pour s'amuser. Vint le tour de la petite boîte sacrée, qu'on adjugea 50 sous. On en avait retiré, pour remettre à la famille, les lettres et la médaille militaire. Mais il y restait le cahier de chansons, le livre de Confucius, et le fil, les boutons, les aiguilles, toutes les petites choses disposées là par la prévoyance de grand-mère Yvonne pour réparer et recoudre. Ensuite, le fourrier, qui exhibait les objets à vendre, présenta 2 petits bouddhas pris dans une pagode pour être donnés à Gaude, et si drôles de tournure qu'il y eut un fou rire quand on les vit apparaître comme dernier lot. S'ils riaient, les marins, ce n'était pas par manque de cœur, mais par irréflexion seulement. Pour finir, on vendit les sacs, et l'acheteur entreprit aussitôt de rayer le nom inscrit dessus pour mettre le sien à la place. Un soigneux coup de balai fut donné après, afin de bien débarrasser ce pont si propre des poussières ou des débris de fils tombés de ce déballage. Et les matelots retournèrent gaiement s'amuser avec leurs perruches et leurs singes. 5. Un jour de la première quinzaine de juin,
comme la vieille Yvonne rentrait chez elle, des voisines lui dirent qu'on était venu la demander de la part du commissaire de l'inscription maritime. C'était quelque chose concernant son petit-fils, bien sûr, mais cela ne lui fit pas du tout peur. Dans les familles des gens de mer, on a souvent affaire à l'inscription. Elle, donc, qui était fille, femme, mère et grand-mère de marin, connaissait ce bureau depuis tantôt 60 ans. C'était au sujet de sa délégation sans doute, ou peut-être un petit décompte de la Circé à toucher au moyen de sa procure. Sachant ce qu'on doit à monsieur le commissaire, elle fit sa toilette, prit sa belle robe et une coiffe blanche, puis se mit en route sur les 2 heures. Trottinant assez vite et menue dans ces sentiers de falaise, elle s'acheminait vers Paimpol, un peu anxieuse tout de même, à la réflexion, à cause de ces 2 mois sans lettres. Elle rencontra son vieux galant assis à une porte, très tombé depuis les froids de l'hiver. « Eh bien, quand vous voudrez, vous savez, faut pas vous gêner, la belle. » Encore ce costume en planche qu'il avait dans l'idée. Le gai temps de juin souriait partout autour d'elle. Sur les hauteurs pierreuses, il n'y avait toujours que les ajoncs ras aux fleurs jaunes d'or. Mais dès qu'on passait dans les bas-fonds abrités contre le vent de la mer, on trouvait tout de suite la belle verdure neuve, les haies d'aubépines fleuries, l'herbe haute et sentant bon. Elle ne voyait guère tout cela, elle, si vieille, sur qui s'étaient accumulées les saisons fugitives, courtes à présent comme des jours. Autour des hameaux croulant aux murs sombres, il y avait des rosiers, des œillets, des giroflées, et jusque sur les hautes toitures de chaume et de mousse, 1000 petites fleurs qui attiraient les premiers papillons blancs. Ce printemps était presque sans amour, dans ce pays d'Islandais, et les belles filles de race fière que l'on apercevait, rêveuses, sur les portes, semblaient darder très loin au-delà des objets visibles, leurs yeux bruns ou bleus. Les jeunes hommes, à qui allaient leur mélancolie et leur désir, étaient à faire la grande pêche, là-bas, sur la mer hyperborée. Mais c'était un printemps tout de même, tiède, suave, troublant, avec de légers bourdonnements de mouches, des senteurs de plantes nouvelles. Et tout cela, qui est sans âme, continuait de sourire à cette vieille grand-mère qui marchait de son meilleur pas pour aller apprendre la mort de son dernier petit-fils. Elle touchait à l'heure terrible où cette chose, qui s'était passée si loin sur la mer chinoise, allait lui être dite. Elle faisait cette course sinistre que Sylvestre, au moment de mourir, avait devinée et qui lui avait arraché ses dernières larmes d'angoisse. Sa bonne vieille grand-mère, mandée à l'inscription de Paimpol pour apprendre qu'il était mort. Il l'avait vue très nettement passer sur cette route, s'en allant bien vite, droite, avec son petit châle brun, son parapluie et sa grande coiffe. Et cette apparition l'avait fait se soulever et se tordre avec un déchirement affreux, tandis que l'énorme soleil rouge de l'équateur, qui se couchait magnifiquement, entrait par le sabord de l'hôpital pour le regarder mourir. Seulement, de là-bas, lui, dans sa vision dernière, s'était figuré sous un ciel de pluie cette promenade de pauvre vieille qui, au contraire, se faisait au gai printemps moqueur. En approchant de Paimpol, elle se sentait devenir plus inquiète et pressait encore sa marche. La voilà dans la ville grise, dans les petites rues de granit où tombait ce soleil, donnant le bonjour à d'autres vieilles, ses contemporaines, assises à leurs fenêtres. Intriguée de la voir, elle disait « Où va-t-elle comme ça, si vite, en robe du dimanche, un jour sur semaine ?» Monsieur le commissaire de l'inscription ne se trouvait pas chez lui. Un petit être très laid, d'une 15aine d'années, qui était son commis, se tenait assis à son bureau. Étant trop malvenu pour faire un pêcheur, il avait reçu de l'instruction et passait ses jours sur cette même chaise, en fausse manche noire, grattant son papier. Avec un air d'importance, quand elle lui eut dit son nom,
Il se leva pour prendre dans un casier des pièces timbrées. Il y en avait beaucoup. Qu'est-ce que cela voulait dire? Des certificats, des papiers portant des cachets, un livret de marin jauni par la mer, tout cela ayant comme une odeur de mort. Il les étalait devant la pauvre vieille, qui commençait à trembler et à voir trouble. C'est qu'elle avait reconnu 2 de ces lettres que God écrivait pour elle à son petit-fils, et qui étaient revenues là, non décachetées. Et ça s'était passé ainsi 20 ans auparavant, pour la mort de son fils Pierre. Les lettres étaient revenues de la Chine chez monsieur le commissaire, qui les lui avait remises. Il lisait maintenant d'une voix doctorale. Moine, Jean-Marie Sylvestre, inscrit à Paimpol, folio 213, numéro matricule 2091, décédé à bord du Bien Hoa, le 14. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé, mon bon monsieur? Décédé, il est décédé, reprit-il. Mon Dieu, il n'était sans doute pas méchant, ce commis. S'il disait cela de cette manière brutale, c'était plutôt manque de jugement, inintelligence de petit être incomplet. Et, voyant qu'elle ne comprenait pas ce beau mot, il s'exprima en breton. Marweo. Marweo, il est mort. Elle répéta après lui, avec son chevrotement de vieillesse, comme un pauvre écho fêlé redirait une phrase indifférente. C'était bien ce qu'elle avait à moitié deviné, mais cela la faisait trembler seulement. À présent que c'était certain, ça n'avait pas l'air de la toucher. D'abord, sa faculté de souffrir s'était vraiment un peu émoussée à force d'âge, surtout depuis ce dernier hiver. La douleur ne venait plus tout de suite. Et puis, quelque chose se chavirait pour le moment dans sa tête. Et voilà qu'elle confondait cette mort avec d'autres. Elle en avait tant perdu, de fils. Il lui fallut un instant pour bien entendre que celui-ci était son dernier, si chéri, celui à qui se rapportaient toutes ses prières, toute sa vie, toute son attente, toutes ses pensées, déjà obscurcies par l'approche sombre de l'enfance. Elle éprouvait une honte aussi à laisser paraître son désespoir devant ce petit monsieur qui lui faisait horreur. Est-ce que c'était comme ça qu'on annonçait à une grand-mère la mort de son petit-fils? Elle restait debout, devant ce bureau, raidie, torturant les franges de son châle brun avec ses pauvres vieilles mains gercées de laveuse. Et comme elle se sentait loin de chez elle. Mon Dieu, tout ce trajet qu'il faudrait faire, et faire décemment, avant d'atteindre le gîte de Chaume où elle avait hâte de s'enfermer, comme les bêtes blessées qui se cachent au terrier pour mourir. C'est pour cela aussi qu'elle s'efforçait de ne pas trop penser, de ne pas encore bien comprendre, épouvantée surtout d'une route si longue. On lui remit un mandat pour aller toucher, comme héritière, les 30 francs qui lui revenaient de la vente du sac de Sylvestre. Puis les lettres, les certificats et la boîte contenant la médaille militaire. Gauchement, elle prit tout cela avec ses doigts qui restaient ouverts, le promena d'une main dans l'autre, ne trouvant plus ses poches pour le mettre. Dans Paimpol, elle passa tout d'une pièce et ne regardant personne, le corps un peu penché comme qui va tomber, entendant un bourdonnement de sang à ses oreilles, et se hâtant, se surmenant, comme une pauvre machine déjà très ancienne qu'on aurait remontée à toute vitesse pour la dernière fois, sans s'inquiéter d'en briser les ressorts. Au 3e kilomètre, elle allait toute courbée en avant, épuisée. De temps à autre, son sabot heurtait quelques pierres qui lui donnaient dans la tête un grand choc douloureux, et elle se dépêchait de se terrer chez elle, de peur de tomber et d'être rapportée. 6. La vieille Yvonne qui est saoule. Elle était tombée, et les gamins lui couraient après. C'était justement en entrant dans la commune de Ploubazlanec,
où il y a beaucoup de maisons le long de la route. Tout de même, elle avait eu la force de se relever et, clopin-clopant, se sauvait avec son bâton. « La vieille Yvonne qui est saoule !» Et des petits effrontés venaient la regarder sous le nez en riant. Sa coiffe était tout de travers. Il y en avait de ces petits qui n'étaient pas bien méchants dans le fond, et quand ils l'avaient vue de plus près devant cette grimace de désespoir sénile, s'en retournaient tout attristés et saisis, n'osant plus rien dire. Chez elle, la porte fermée, elle poussa un cri de détresse qui l'étouffait et se laissa tomber dans un coin, la tête au mur. Sa coiffe lui était descendue sur les yeux. Elle la jeta par terre, sa pauvre belle coiffe autrefois si ménagée. Sa dernière robe des dimanches était toute salie, et une mince queue de cheveux, d'un blanc jaune, sortait de son serre-tête, complétant un désordre de pauvresse. 7. Gaude, qui venait pour s'informer, la trouva le soir ainsi, toute décoiffée, laissant pendre les bras, la tête contre la pierre, avec une grimace et un hi 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 plaintif de petit enfant. Elle ne pouvait presque pas pleurer. Les trop vieilles grand-mères n'ont plus de larmes dans leurs yeux taris. « Mon petit-fils qui est mort !» Et elle lui jeta sur les genoux les lettres, les papiers, la médaille. Gaude parcourut d'un coup d'œil, vit que c'était bien vrai, et se mit à genoux pour prier. Elles restèrent là ensemble, presque muettes, les deux femmes, tant que dura ce crépuscule de juin, qui est très long en Bretagne, et qui là-bas, en Islande, ne finit plus. Dans la cheminée, le grillon qui porte bonheur leur faisait tout de même sa grêle musique, et la lueur jaune du soir entrait par la lucarne dans cette chaumière moine que la mère avait tous pris, qui était maintenant une famille éteinte. À la fin, Gaude disait « Je viendrai, moi, ma bonne grand-mère, demeurer avec vous. J'apporterai mon lit qu'on m'a laissé. Je vous garderai, je vous soignerai. Vous ne serez pas toute seule. » Elle pleurait son petit ami Sylvestre, mais dans son chagrin, elle se sentait distraite involontairement par la pensée d'un autre, celui qui était reparti pour la grande pêche. Ce Yann, on allait lui faire savoir que Sylvestre était mort. Justement, les chasseurs devaient bientôt partir. Le pleurerait-il seulement ? Peut-être que oui, car il l'aimait bien. Et au milieu de ses propres larmes, elle se préoccupait de cela beaucoup, tantôt s'indignant contre ce garçon dur, tantôt s'attendrissant à son souvenir, à cause de cette douleur qu'il allait avoir lui aussi, et qui était comme un rapprochement entre deux. En somme, le cœur tout rempli de lui. 8. Un soir pâle d'août, la lettre qui annonçait à Yann la mort de son frère finit par arriver à bord de la Marie sur la mer d'Islande. C'était après une journée de dures manœuvres et de fatigue excessive, au moment où il allait descendre pour souper et dormir. Les yeux alourdis de sommeil, il lut cela en bas, dans le réduit sombre, à la lueur jaune de la petite lampe. Et, dans le premier moment, lui aussi resta insensible, étourdi, comme quelqu'un qui ne comprendrait pas bien. Très renfermé, par fierté, pour tout ce qui concernait son cœur, il cacha la lettre dans son tricot bleu, contre sa poitrine, comme les matelots font, sans rien dire. Seulement, il ne se sentait plus le courage de s'asseoir avec les autres pour manger la soupe. Alors, dédaignant même de leur expliquer pourquoi, il se jeta sur sa couchette et, du même coup, s'endormit. Bientôt il rêva de Sylvestre mort, de son enterrement qui passait. Aux approches de minuit, étant dans cet état d'esprit particulier aux marins qui ont conscience de l'heure dans le sommeil et qui sentent venir le moment où on les fera lever pour le quart, il voyait cet enterrement encore. Et il se disait
Je rêve. Heureusement, ils vont me réveiller mieux et ça s'évanouira. Mais quand une rude main fut posée sur lui, et qu'une voix se mit à dire « Gauss! Allons, debout! La relève !» il entendit sur sa poitrine un léger froissement de papier, petite musique sinistre, affirmant la réalité de la mort. Ah oui, la lettre. C'était vrai, donc. Et déjà, ce fut une impression plus poignante, plus cruelle, et, en se dressant vite, dans son réveil subit, il heurta contre les poutres son front large. Puis, il s'habilla et ouvrit l'écoutille pour aller là-haut prendre son poste de pêche. 9. Quand Yann fut monté, il regarda tout autour de lui, avec ses yeux qui venaient de dormir, le grand cercle familier de la mer. Cette nuit-là, c'était l'immensité présentée sous ses aspects les plus étonnamment simples, en teintes neutres, donnant seulement des impressions de profondeur. Cet horizon, qui n'indiquait aucune région précise de la Terre, ni même aucun âge géologique, avait dû être tant de fois pareil depuis l'origine des siècles, qu'en regardant, il semblait vraiment qu'on ne vit rien, rien que l'éternité des choses qui sont et qui ne peuvent se dispenser d'être. Il ne faisait même pas absolument nuit. C'était éclairé faiblement par un reste de lumière qui ne venait de nulle part. Cela bruissait comme par habitude, rendant une plainte sans but. C'était gris, d'un gris trouble qui fuyait sous le regard. La mer, pendant son repos mystérieux et son sommeil, se dissimulait sous les teintes discrètes qui n'ont pas de nom. Il y avait en haut des nuées diffuses. Elles avaient pris des formes quelconques, parce que les choses ne peuvent guère n'en pas avoir dans l'obscurité. Elles se confondaient presque pour n'être qu'un grand voile. Mais, en un point de ce ciel, très bas, près des eaux, elles faisaient une sorte de marbrure plus distincte, bien que très lointaine. Un dessin mou, comme tracé par une main distraite. Combinaison de hasard, non destinée à être vue, et fugitive, prête à mourir. Et cela seul, dans tout cet ensemble, paraissait signifier quelque chose. On eût dit que la pensée mélancolique, insaisissable de tout ce néant, était inscrite là, et les yeux finissaient par s'y fixer, sans le vouloir. Lui, Yann, à mesure que ses prunelles mobiles s'habituaient à l'obscurité du dehors, il regardait de plus en plus cette marbrure unique du ciel. Elle avait forme de quelqu'un qui s'affaisse, avec deux bras qui se tendent. Et à présent qu'il avait commencé à voir là cette apparence, il lui semblait que ce fût une vraie ombre humaine agrandie, rendue gigantesque à force de venir de loin. Puis, dans son imagination où flottaient ensemble les rêves indicibles et les croyances primitives, cette ombre triste, effondrée au bout de ce ciel de ténèbres, se mêlait peu à peu au souvenir de son frère mort, comme une dernière manifestation de lui. Il était coutumier de ces étranges associations d'images, comme il s'en forme surtout au commencement de la vie dans la tête des enfants. Mais les mots, si vagues qu'ils soient, restent encore trop précis pour exprimer ces choses. Il faudrait cette langue incertaine qui se parle quelquefois dans les rêves, et dont on ne retient au réveil que d'énigmatiques fragments n'ayant plus de sens. À contempler ce nuage, il sentait venir une tristesse profonde, angoissée, pleine d'inconnu et de mystère, qui lui glaçait l'âme. Beaucoup mieux que tout à l'heure, il comprenait maintenant que son pauvre petit frère ne reparaîtrait jamais, jamais plus. Le chagrin qui avait été long à percer l'enveloppe robuste et dure de son cœur y entrait à présent jusqu'à plein bord. Il revoyait la figure douce de Sylvestre, ses bons yeux d'enfant. À l'idée de l'embrasser, quelque chose comme un voile tombait tout à coup entre ses paupières, malgré lui, et d'abord
il ne s'expliquait pas bien ce que c'était, n'ayant jamais pleuré dans sa vie d'homme. Mais les larmes commençaient à couler, lourdes, rapides, sur ses joues, et puis des sanglots vinrent soulever sa poitrine profonde. Il continuait de pêcher très vite, sans perdre son temps ni rien dire, et les deux autres, qui l'écoutaient dans ce silence, se gardaient d'avoir l'air d'entendre, de peur de l'irriter, le sachant si renfermé et si fier. Dans son idée à lui, la mort finissait tout. Il lui arrivait bien, par respect, de s'associer à ces prières qu'on dit en famille pour les défunts, mais il ne croyait à aucune survivance des âmes. Dans leurs causeries entre marins, ils disaient tous cela d'une manière brève et assurée, comme une chose bien connue de chacun, ce qui pourtant n'empêchait pas une vague appréhension des fantômes, une vague frayeur des cimetières, une confiance extrême dans les saints et les images qui protègent, ni surtout une vénération innée pour la terre bénite qui entoure les églises. Ainsi Yann redoutait pour lui-même d'être pris par la mer, comme si cela anéantissait davantage. Et la pensée que Sylvestre était resté là-bas, dans cette terre lointaine d'en dessous, rendait son chagrin plus désespéré, plus sombre. Avec son dédain des autres, il pleura sans aucune contrainte ni honte, comme s'il eût été seul. Au dehors, le vide blanchissait lentement, bien qu'il fût à peine 2 heures. Et, en même temps, il paraissait s'étendre, devenir plus démesuré, se creuser d'une manière plus effrayante. Avec cette espèce d'aube qui naissait, les yeux s'ouvraient davantage et l'esprit plus éveillé concevait mieux l'immensité des lointains. Alors les limites de l'espace visible étaient encore reculées et fuyaient toujours. C'était un éclairage très pâle, mais qui augmentait. Il semblait que cela vint par petits jets, par secousses légères. Les choses éternelles avaient l'air de s'illuminer par transparence, comme si des lampes à flammes blanches eussent été montées peu à peu derrière les informes nuées grises, montées discrètement, avec des précautions mystérieuses, de peur de troubler le morne repos de la mer. Sous l'horizon, la grande lampe blanche, c'était le soleil qui se traînait sans force avant de faire, au-dessus des eaux, sa promenade lente et froide commencée dès l'extrême matin. Ce jour-là, on ne voyait nulle part de ton rose d'aurore. Tout restait blême et triste. Et, à bord de la Marie, un homme pleurait. Le grand Yann. Ces larmes de son frère sauvage et cette plus grande mélancolie du dehors, c'était l'appareil de deuil employé pour le pauvre petit héros obscur sur ces mers d'Islande où il avait passé la moitié de sa vie. Quand le plein jour vint, Yann essuya brusquement ses yeux avec la manche de son tricot de laine et ne pleura plus. Ce fut fini. Il semblait complètement repris par le travail de la pêche, par le train monotone des choses réelles et présentes, comme ne pensant plus à rien. Du reste, les lignes donnaient beaucoup et les bras avaient peine à suffire. Autour des pêcheurs, dans les fonds immenses, c'était un nouveau changement à vue. Le grand déploiement d'infini, le grand spectacle du matin était terminé, et maintenant les lointains paraissaient au contraire se rétrécir, se refermer sur eux. Comment donc avait-on cru voir tout à l'heure la mer si démesurée ? L'horizon était à présent tout près, et il semblait même qu'on manquât d'espace. Le vide se remplissait de voiles ténus qui flottaient, les uns plus vagues que des buées, d'autres aux contours presque visibles et comme frangés. Ils tombaient mollement, dans un grand silence, comme des mousselines blanches n'ayant pas de poids. Mais il en descendait de partout en même temps. Aussi, l'emprisonnement là-dessous se faisait très vite, et cela oppressait, de voir ainsi s'encombrer l'air respirable. C'était la première brume d'août qui se levait.
En quelques minutes, le suaire fut uniformément dense, impénétrable. Autour de la Marie, on ne distinguait plus rien qu'une pâleur humide où se diffusait la lumière et où la mâture du navire semblait même se perdre. « De ce coup, la voilà arrivée, la sale brume », dirent les hommes. Ils connaissaient depuis longtemps cette inévitable compagne de la seconde période de pêche. Mais aussi, cela annonçait la fin de la saison d'Islande, l'époque où l'on fait route pour revenir en Bretagne. En fines gouttelettes brillantes, cela se déposait sur leurs barbes. Cela faisait luire d'humidité leur peau brunie. Ceux qui se regardaient d'un bout à l'autre du bateau se voyaient troubles comme des fantômes. Par contre, les objets très rapprochés apparaissaient plus crûment sous cette lumière fade et blanchâtre. On prenait garde de respirer la bouche ouverte. Une sensation de froid et de mouillé pénétrait les poitrines. En même temps, la pêche allait de plus en plus vite, et on ne causait plus, tant les lignes donnaient. À tout instant, on entendait tomber à bord des gros poissons, lancés sur les planches avec un bruit de fouet. Après, ils se trémoussaient rageusement en claquant de la queue contre le bois du pont. Tout était éclaboussé de l'eau de la mer et des fines écailles argentées qu'ils jetaient en se débattant. Le marin, qui leur fendait le ventre avec son grand couteau, dans sa précipitation, s'entaillait les doigts, et son sang bien rouge se mêlait à la saumure. 10. Ils restèrent, cette fois, 10 jours d'affilée, pris dans la brume épaisse, sans rien voir. La pêche continuait d'être bonne et, avec tant d'activité, on ne s'ennuyait pas. De temps en temps, à intervalles réguliers, l'un d'eux soufflait dans une trompe de corne d'où sortait un bruit pareil au beuglement d'une bête sauvage. Quelquefois, du dehors, du fond des brumes blanches, un autre beuglement lointain répondait à leur appel. Alors, on veillait davantage. Si le cri rapprochait, toutes les oreilles se tendaient vers ce voisin inconnu, qu'on n'apercevrait sans doute jamais et dont la présence était pourtant un danger. On faisait des conjectures sur lui. Il devenait une occupation, une société, et, par envie de le voir, les yeux s'efforçaient à percer les impalpables mousselines blanches qui restaient tendues partout dans l'air. Puis il s'éloignait. Les beuglements de sa trompe mouraient dans le lointain sourd. Alors on se retrouvait seul dans le silence, au milieu de cet infini de vapeurs immobiles. Tout était imprégné d'eau, tout était ruisselant de sel et de saumure. Le froid devenait plus pénétrant. Le soleil s'attardait davantage à traîner sous l'horizon. Il y avait déjà de vraies nuits d'1 ou 2 heures, dont la tombée grise était sinistre et glaciale. Chaque matin, on sondait avec un plomb la hauteur des eaux, de peur que la Marie ne se fût trop rapprochée de l'île d'Islande. Mais toutes les lignes du bord, filées bout à bout, n'arrivaient pas à toucher le lit de la mer. On était donc bien au large, et en belle eau profonde. La vie était saine et rude. Ce froid plus piquant augmentait le bien-être du soir, l'impression de gîte bien chaud qu'on éprouvait dans la cabine en chêne massif, quand on y descendait pour souper ou pour dormir. Dans le jour, ces hommes, qui étaient plus cloîtrés que des moines, causaient peu entre eux. Chacun, tenant sa ligne, restait pendant des heures et des heures à son même poste invariable, les bras seuls occupés au travail incessant de la pêche. Ils n'étaient séparés les uns des autres que de 2 ou 3 mètres, et ils finissaient par ne plus se voir. Ce calme de la brume, cette obscurité blanche endormait l'esprit. Tout en pêchant, on se chantait pour soi-même quelque air du pays à demi-voix, de peur d'éloigner les poissons. Les pensées se faisaient plus lentes et plus rares. Elles semblaient se distendre, s'allonger en durée afin d'arriver à remplir le temps sans y laisser des vides, des intervalles de non-être. On n'avait plus du tout l'idée aux femmes, parce qu'il faisait déjà froid,
Mais on rêvait à des choses incohérentes et merveilleuses, comme dans le sommeil, et la trame de ces rêves était aussi peu serrée qu'un brouillard. Ce brumeux mois d'août, il avait coutume de clore ainsi chaque année, d'une manière triste et tranquille, la saison d'Islande. Autrement, c'était toujours la même plénitude de vie physique, gonflant les poitrines et faisant aux marins des muscles durs. Yann avait bien retrouvé tout de suite ses façons d'être habituelles, comme si son grand chagrin n'eût pas persisté. Vigilant et alerte, prompt à la manœuvre et à la pêche, l'allure désinvolte comme qui n'a pas de soucis. Du reste, communicatif à ses heures seulement, qui étaient rares, et portant toujours la tête aussi haut avec son air à la fois indifférent et dominateur. Le soir, au souper, dans le logis fruste que protégeait la Vierge de faïence, quand on était attablé, le grand couteau en main devant quelque bonne assiété toute chaude, il lui arrivait comme autrefois de rire aux choses drôles que les autres disaient. En lui-même, peut-être, s'occupait-il un peu de cette Gaude que Sylvestre lui avait sans doute donnée pour femme dans ses dernières petites idées d'agonie, et qui était devenue une pauvre fille à présent sans personne au monde. Peut-être bien surtout le deuil de ce frère durait-il encore dans le fond de son cœur. Mais ce cœur de Yann était une région vierge, à gouverner, peu connue, où se passaient des choses qui ne se révélaient pas au dehors. 11. Un matin, vers 3 heures, tandis qu'ils rêvaient tranquillement sous leur suaire de brume, ils entendirent comme des bruits de voix dont le timbre leur sembla étrange et non connu d'eux. Ils se regardèrent les uns les autres, ceux qui étaient sur le pont s'interrogeant d'un coup d'œil. « Qui est-ce qui a parlé ?» Non, personne. Personne n'avait rien dit. Et en effet, cela avait bien eu l'air de sortir du vide extérieur. Alors, celui qui était chargé de la trompe, et qui l'avait négligé depuis la veille, se précipita dessus en se gonflant de tout son souffle pour pousser le long beuglement d'alarme. Cela seul faisait déjà frissonner dans ce silence. Et puis, comme si, au contraire, une apparition eût été évoquée par ce son vibrant de cornemuse, une grande chose imprévue s'était dessinée en grisaille, s'était dressée menaçante, très haut, tout près d'eux. Des mâts, des vergues, des cordages, un dessin de navire qui s'était fait en l'air, partout à la fois et d'un même coup, comme ces fantasmagories pour effrayer qui, d'un seul jet de lumière, sont créées sur des voiles tendus. Et d'autres hommes apparaissaient là, à les toucher, penchés sur le rebord, les regardant avec des yeux très ouverts dans un réveil de surprise et d'épouvante. Ils se jetèrent sur des avirons, des mâts de rechange, des gaffes, tout ce qui se trouva dans la Drôme, de long et de solide, et les pointèrent en dehors pour tenir à distance cette chose et ces visiteurs qui leur arrivaient. Et les autres aussi, effarés, allongeaient vers eux d'énormes bâtons pour les repousser. Mais il n'y eut qu'un craquement très léger dans les vergues, au-dessus de leur tête, et les mâtures, un instant accrochées, se dégagèrent aussitôt sans aucune avarie. Le choc, très doux par ce calme, était tout à fait amorti. Il avait été si faible même que vraiment il semblait que cet autre navire n'eût pas de masse et qu'il fût une chose molle, presque sans poids. Alors, le saisissement passé, les hommes se mirent à rire. Ils se reconnaissaient entre eux. « Ohé, de la Marie! Hé, Gaos, Lomec, Germer !» L'apparition, c'était la reine Berthe, capitaine Larvoer, aussi de Paimpol. Ses matelots étaient des villages d'alentour. Ce grand-là, tout en barbe noire, montrant ses dents dans son rire, c'était Kergégou, un de Ploudaniel, et les autres venaient de Plounès ou de Plounérin. « Aussi, pourquoi ne sonniez-vous pas de votre trompe, bande de sauvages ?» demandait Larvoer de la reine Berthe.
« Eh bien, et vous donc, bande de pirates et d'écumeurs, mauvaise poison de la mer !»« Oh, nous, c'est différent, ça nous est défendu de faire du bruit. » Il avait répondu cela avec un air de sous-entendre quelque mystère noir, avec un sourire drôle qui, par la suite, revint souvent en tête à ceux de la Marie et leur donna à penser beaucoup. Et puis, comme s'il en eût dit trop long, il finit par cette plaisanterie. « Notre corne à nous, c'est celui-là, en soufflant dedans, qui nous l'a crevé. » Et il montrait un matelot à figure de Triton qui était tout en cou et tout en poitrine, trop large, bas sur jambes, avec je ne sais quoi de grotesque et d'inquiétant dans sa puissance difforme. Et pendant qu'on se regardait là, attendant que quelque brise ou quelque courant d'en dessous voulût bien emmener l'un plus vite que l'autre, séparer les navires, on engagea une causerie. Tous appuyés en bâbord, se tenant en respect au bout de leurs longs morceaux de bois, comme eussent fait des assiégés avec des pics, ils parlèrent des choses du pays, des dernières lettres reçues par les chasseurs, des vieux parents et des femmes. « Moi, disait Kergégou, la mienne me marque qu'elle vient d'avoir son petit que nous attendions. Ça va nous en faire la douzaine tout à l'heure. » Un autre avait eu 2 jumeaux, et un troisième annonçait le mariage de la belle Janie Karoff, une fille très connue des Islandais, avec certains vieux Richard infirmes de la commune de Plouriveau. Il se voyait comme à travers des gazes blanches, et il semblait que cela changeât aussi le son des voix qui avaient quelque chose d'étouffé et de lointain. Cependant Yann ne pouvait détacher ses yeux d'un de ces pêcheurs, un petit homme déjà vieillot, qu'il était sûr de n'avoir jamais vu nulle part, et qui pourtant lui avait dit tout de suite « Bonjour, mon grand Yann !» avec un air d'intime connaissance. Il avait la laideur irritante des singes avec leur clignotement de malice dans ses yeux perçants. « Moi, disait encore l'Arvoer de la reine Berthe, on m'a marqué la mort du petit-fils de la vieille Yvonne Mohan de Ploubazlanec, qui faisait son service à l'État, comme vous savez, sur l'escadre de Chine. Un bien grand dommage. » Entendant cela, les autres de la Marie se tournèrent vers Yann pour savoir s'il avait déjà connaissance de ce malheur. « Oui, dit-il d'une voix basse, l'air indifférent et hautain. C'était sur la dernière lettre que mon père m'a envoyée. » Ils le regardaient tous, dans la curiosité qu'ils avaient de son chagrin, et cela l'irritait. Leurs propos se croisaient à la hâte, au travers du brouillard pâle, pendant que fuyaient les minutes de leur bizarre entrevue. « Ma femme me marque en même temps, continuait l'Arvoer, que la fille de M. Mével a quitté la ville pour demeurer à Ploubazlanec, à soigner la vieille Mohan, sa grand-tante. Elle s'est mise à travailler à présent, en journée chez Le Monde, pour gagner sa vie. D'ailleurs, j'avais toujours eu dans l'idée, moi, que c'était une brave fille, et une courageuse, malgré ses airs de demoiselle et ses falbalas. » Alors, de nouveau, on regarda Yann, ce qui acheva de lui déplaire, et une couleur rouge lui monta aux joues sous son hâle doré. Par cette appréciation sur Gaude fut clos l'entretien avec ces gens de la reine Berthe, qu'aucun être vivant ne devait plus jamais revoir. Depuis un instant, leurs figures semblaient déjà plus effacées, car leur navire était moins près, et, tout à coup, ceux de la Marie ne trouvèrent plus rien à pousser, plus rien au bout de leurs longs morceaux de bois. Tous leurs espars, avirons, mâts ou vergues, s'agitèrent en cherchant dans le vide, puis retombèrent les uns après les autres lourdement dans la mer, comme de grands bras morts. On rentra donc ces défenses inutiles. La reine Berthe, replongée dans la brume profonde, avait disparu brusquement tout d'une pièce, comme s'efface l'image d'un transparent derrière lequel la lampe a été soufflée. Ils essayèrent de la héler, mais rien ne répondit à leurs cris, qu'une espèce de clameur moqueuse à plusieurs voix terminait en un gémissement qui les fit se regarder avec surprise.
cette reine Berthe ne revint point avec les autres Islandais. Et, comme ceux du Samuel Azénide, avait rencontré dans un fjord une épave non douteuse, son couronnement d'arrière avec un morceau de sa quille, on ne l'attendit plus. Dès le mois d'octobre, les noms de tous ces marins furent inscrits dans l'église sur des plaques noires. Or, depuis cette dernière apparition dont les gens de la Marie avaient bien retenu la date, jusqu'à l'époque du retour, il n'y avait eu aucun mauvais temps dangereux sur la mer d'Islande, tandis que, au contraire, 3 semaines auparavant, une bourrasque d'ouest avait emporté plusieurs marins et 2 navires. On se rappela alors le sourire de l'Arvoer, et, en rapprochant toutes ces choses, on fit beaucoup de conjonctures. Yann revit plus d'une fois, la nuit, le marin au clignotement de singe, et quelques-uns de la Marie se demandèrent craintivement si, ce matin-là, il n'avait point causé avec des trépassés. 12. L'été s'avança, et, à la fin d'août, en même temps que les premiers brouillards du matin, on vit les Islandais revenir. Depuis 3 mois déjà, les 2 abandonnés habitaient ensemble à Ploubazlanec, la chaumière des moines. Gaude avait pris seulement 2 plis. Tout le jour, elle travaillait à des ouvrages de couture chez les gens riches de la ville et rentrait à la nuit, sans être distraite en chemin par aucun amoureux, restée un peu hautaine et encore entourée d'un respect de demoiselles. En lui disant bonsoir, les garçons mettaient comme autrefois la main à leur chapeau. Par les beaux crépuscules d'été, elle s'en revenait de Paimpol, tout le long de cette route de falaise, aspirant le grand air marin qui repose. Les travaux d'aiguille n'avaient pas eu le temps de la déformer, comme d'autres qui vivent toujours penchés de côté sur leur ouvrage, et en regardant la mer, elle redressait la belle taille souple qu'elle tenait d'Horace. En regardant la mer, en regardant le large, tout au fond duquel était Yann. Cette même route menait chez lui. En continuant un peu, vers certaines régions plus pierreuses et plus balayées par le vent, on serait arrivé à ce hameau de Port Haven, où les arbres, couverts de mousse grise, croissent tout petits entre les pierres et se couchent dans le sens des rafales d'ouest. Elle n'y retournerait sans doute jamais, dans ce Port Haven, bien qu'il fût à moins d'1 lieue. Mais, une fois dans sa vie, elle y était allée, et cela avait suffi pour laisser un charme sur tout son chemin. Yann, d'ailleurs, devait souvent y passer et, de sa porte, elle pourrait le suivre allant ou venant sur la lande rase, entre les ajoncourts. Donc elle aimait toute cette région de Ploubazlanec. Elle était presque heureuse que le sort l'eût rejetée là. En aucun autre lieu du pays, elle n'eût pu se faire à vivre. À cette saison de fin d'août, il y a comme un alanguissement de pays chauds qui remonte du midi vers le nord. Il y a des soirées lumineuses, des reflets du grand soleil d'ailleurs qui viennent traîner jusque sur la mer bretonne. Très souvent, l'air est limpide et calme, sans aucun nuage nulle part. Aux heures où Gaude s'en revenait, les choses se fondaient déjà ensemble pour la nuit, commençaient à se réunir et à former des silhouettes. Çà et là, un bouquet d'ajoncs se dressait sur une hauteur entre 2 pierres, comme un panache ébouriffé. Un groupe d'arbres tordus formait un amas sombre dans un creux, ou bien, ailleurs, quelque hameau à toit de paille dessinait au-dessus de la lande une petite découpure bossue. Au carrefour, les vieux Christ qui gardaient la campagne étendaient leurs bras noirs sur les calvaires, comme de vrais hommes suppliciés, et, dans le lointain, la Manche se détachait en clair, en grand miroir jaune sur un ciel qui était déjà ténébreux vers l'horizon. Et dans ce pays, même ce calme, même ces beaux temps, étaient mélancoliques. Il restait, malgré tout, une inquiétude planant sur les choses, une anxiété venue de la mer,
à qui tant d'existences étaient confiées et dont l'éternelle menace n'était qu'endormie. Gaude, qui songeait en chemin, ne trouvait jamais assez longue sa course de retour au grand air. On sentait l'odeur salée des grèves et l'odeur douce de certaines fleurs qui croissent sur les falaises entre les épines maigres. Sans la grand-mère Yvonne, qui l'attendait au logis, volontiers elle se serait attardée dans ces sentiers d'Ajon, à la manière de ces belles demoiselles qui aiment à rêver, les soirs d'été, dans les parcs. En traversant ce pays, il lui revenait bien aussi quelques souvenirs de sa petite enfance. Mais comme ils étaient effacés à présent, reculés, amoindris par son amour. Malgré tout, elle voulait considérer ce Yann comme une sorte de fiancé, un fiancé fuyant, dédaigneux, sauvage, qu'elle n'aurait jamais, mais à qui elle s'obstinerait à rester fidèle en esprit, sans plus confier cela à personne. Pour le moment, elle aimait à le savoir en Islande. Là, au moins, la mer le lui gardait dans ses cloîtres profonds et il ne pouvait se donner à aucune autre. Il est vrai qu'un de ces jours il allait revenir, mais elle envisageait aussi ce retour avec plus de calme qu'autrefois. Par instinct, elle comprenait que sa pauvreté ne serait pas un motif pour être plus dédaignée, car il n'était pas un garçon comme les autres. Et puis, cette mort du petit Sylvestre était une chose qui les rapprochait, décidément. À son arrivée, il ne pourrait manquer de venir sous leur toit pour voir la grand-mère de son ami. Et elle avait décidé qu'elle serait là pour cette visite. Il ne lui semblait pas que ce fût manquer de dignité. Sans paraître se souvenir de rien, elle lui parlerait comme à quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Elle lui parlerait même avec affection comme à un frère de Sylvestre, en tâchant d'avoir l'air naturel. Et qui sait, il ne serait peut-être pas impossible de prendre auprès de lui une place de sœur, à présent qu'elle allait être si seule au monde, de se reposer sur son amitié, de la lui demander comme un soutien en s'expliquant assez pour qu'il ne crût plus à aucune arrière-pensée de mariage. Elle le jugeait sauvage seulement, entêté dans ses idées d'indépendance, mais doux, franc et capable de bien comprendre les choses bonnes qui viennent tout droit du cœur. Qu'allait-il éprouver en la retrouvant là, pauvre, dans cette chaumière presque en ruine? Bien pauvre, oh oui, car la grand-mère Mone n'était plus assez forte pour aller en journée aux lessives, n'avait plus rien que sa pension de veuve. Il est vrai, elle mangeait bien peu maintenant, et toutes deux pouvaient encore s'arranger pour vivre sans demander rien à personne. La nuit était toujours tombée quand elle arrivait au logis. Avant d'entrer, il fallait descendre un peu, sur des roches usées, la chaumière se trouvant en contrebas de ce chemin de Ploubazlanec, dans la partie de terrain qui s'incline vers la grève. Elle était presque cachée sous son épais toit de paille brune, tout gondolé, qui ressemblait au dos de quelque énorme bête morte effondrée sous ses poils durs. Ses murailles avaient la couleur sombre et la rudesse des rochers avec des mousses et du cochléaire, formant de petites touffes vertes. On montait les 3 marches gondolées du seuil, et on ouvrait le loquet intérieur de la porte au moyen d'un bout de corde de navire qui sortait par un trou. En entrant, on voyait d'abord en face de soi la lucarne, percée comme dans l'épaisseur d'un rempart, et donnant sur la mer d'où venait une dernière clarté jaune pâle. Dans la grande cheminée flambaient des brindilles odorantes de pin et de hêtre, que la vieille Yvonne ramassait dans ses promenades le long des chemins. Elle-même était là, assise, surveillant leur petit souper. Dans son intérieur, elle portait un serre-tête seulement, pour ménager ses coiffes. Son profil, encore joli, se découpait sur la lueur rouge de son feu. Elle levait vers Gaude ses yeux jadis bruns, qui avaient pris une couleur passée, tournée au bleuâtre, et qui étaient troublés, incertains, égarés de vieillesse. Elle disait toutes les fois la même chose. « Ah, mon Dieu, ma bonne fille, comme tu rentres tard ce soir. »
Mais non, grand-mère, répondait doucement Gaude, qui y était habituée. Il est la même heure que les autres jours. Ah, me semblait à moi, ma fille, me semblait qu'il était plus tard que de coutume. Elle soupait sur une table devenue presque informe à force d'être usée, mais encore épaisse comme le tronc d'un chêne. Et le grillon ne manquait jamais de leur recommencer sa petite musique à son d'argent. Un des côtés de la chaumière était occupé par des boiseries grossièrement sculptées et aujourd'hui toutes vermoulues. En s'ouvrant, elles donnaient accès dans des étagères où plusieurs générations de pêcheurs avaient été conçus, avaient dormi, et où les mères vieillies étaient mortes. Aux solives noires du toit s'accrochaient des ustensiles de ménage très anciens, des paquets d'herbes, des cuillères de bois, du lard fumé. Aussi de vieux filets qui dormaient là depuis le naufrage des derniers fils moines, et dont les rats venaient la nuit couper les mailles. Le lit de Gaude, installé dans un angle avec ses rideaux de mousseline blanche, faisait l'effet d'une chose élégante et fraîche, apportée dans une hutte de Celtes. Il y avait une photographie de Sylvestre en matelot dans un cadre, accroché au granit du mur. Sa grand-mère y avait attaché sa médaille militaire, avec une de ces paires d'encre en drap rouge que les marins portent sur la manche droite, et qui venait de lui. Gaude lui avait aussi acheté à Paimpol une de ces couronnes funéraires en perles noires et blanches dont on entoure, en Bretagne, les portraits des défunts. C'était là son petit mausolée, tout ce qu'il avait pour consacrer sa mémoire dans son pays breton. Les soirs d'été, elle ne veillait pas par économie de lumière. Quand le temps était beau, elle s'asseyait un moment sur un banc de pierre devant la maison et regardait le monde qui passait dans le chemin un peu au-dessus de leur tête. Ensuite, la vieille Yvonne se couchait dans son étagère d'armoire et Gaude dans son lit de demoiselle. Là, elle s'endormait assez vite, ayant beaucoup travaillé, beaucoup marché, et songeant au retour des Islandais, et fille sage, résolue, dans un trouble trop grand. 13. Mais un jour, à Paimpol, entendant dire que la Marie venait d'arriver, elle se sentit prise d'une espèce de fièvre. Tout son calme d'attente l'avait abandonnée. Ayant brusqué la fin de son ouvrage, sans savoir pourquoi, elle se mit en route plus tôt que de coutume, et, dans le chemin, comme elle se hâtait, elle le reconnut de loin, qui venait à l'encontre d'elle. Ses jambes tremblaient, et elle les sentait fléchir. Il était déjà tout près, se dessinant à 20 pas à peine, avec sa taille superbe, ses cheveux bouclés sous son bonnet de pêcheur. Elle se trouvait prise si au dépourvu par cette rencontre que vraiment elle avait peur de chanceler, et qu'il s'en aperçut. Elle en serait morte de honte à présent. Et puis elle se croyait mal coiffée, avec un air fatigué pour avoir fait son ouvrage trop vite. Elle eût donné je ne sais quoi pour être cachée dans les touffes d'ajoncs, disparue dans quelques trous de fouine. Du reste, lui aussi avait eu un mouvement de recul, comme pour essayer de changer de route. Mais c'était trop tard. Ils se croisèrent dans l'étroit chemin. Lui, pour ne pas la frôler, se rangea contre le talus, d'un bond de côté comme un cheval ombrageux qui se dérobe, en la regardant d'une manière furtive et sauvage. Elle aussi, pendant une demi-seconde, avait levé les yeux, lui jetant malgré elle-même une prière et une angoisse. Et, dans ce croisement involontaire de leurs regards, plus rapide qu'un coup de feu, ses prunelles gris de lin avaient paru s'élargir, s'éclairer de quelques grandes flammes de pensée, lancer une vraie lueur bleuâtre, tandis que sa figure était devenue toute rose jusqu'aux tempes, jusque sous les tresses blondes. Il avait dit en touchant son bonnet « Bonjour, mademoiselle Gaude. »« Bonjour, monsieur Yann, » répondit-elle. Et ce fut tout. Il était passé. Elle continua sa route, encore tremblante, mais sentant peu à peu, à mesure qu'il s'éloignait, le sang reprendre son cours
et la force revenir. Au logis, elle trouva la vieille Monne assise dans un coin, la tête entre ses mains, qui pleurait, qui faisait son hi 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 de petit enfant, toute dépeignée, sa queue de cheveux tombée de son serre-tête comme un maigre écheveau de chanvre gris. « Ah, ma bonne Gaude, c'est le fils Gauss que j'ai rencontré du côté de Plouerzel. Comme je m'en retournais de ramasser mon bois, alors nous avons parlé de mon pauvre petit, tu penses bien. Ils sont arrivés ce matin de l'Islande et, dès ce midi, il était venu pour me faire une visite pendant que j'étais dehors. Pauvre garçon, il avait des larmes aux yeux lui aussi. Jusqu'à ma porte, qu'il a voulu me raccompagner, ma bonne Gaude, pour me porter mon petit fagot. » Elle écoutait cela, debout, et son cœur se serrait à mesure. Ainsi, cette visite de Yann, sur laquelle elle avait tant compté pour lui dire tant de choses, était déjà faite, et ne se renouvellerait sans doute plus. C'était fini. Alors, la chaumière lui sembla plus désolée, la misère plus dure, le monde plus vide, et elle baissa la tête avec une envie de mourir. 14. L'hiver vint peu à peu, s'étendit comme un linceul qu'on laisserait très lentement tomber. Les journées grises passèrent après les journées grises, mais Yann ne reparut plus. Et les deux femmes vivaient bien abandonnées. Avec le froid, leur existence était plus coûteuse et plus dure. Et puis, la vieille Yvonne devenait difficile à soigner. Sa pauvre tête s'en allait. Elle se fâchait maintenant, disait des méchancetés et des injures. Une fois ou deux par semaine, cela la prenait, comme les enfants, à propos de rien. Pauvre vieille. Elle était encore si douce dans ses bonjours clairs, que Gaude ne cessait de la respecter ni de la chérir. Avoir toujours été bonne, et finir par être mauvaise, étaler, à l'heure de la faim, tout un fond de malice qui avait dormi durant la vie, toute une science de mots grossiers qu'on avait cachés. Quelle dérision de l'âme, et quel mystère moqueur! Elle commençait à chanter aussi, et cela faisait encore plus de mal à entendre que ses colères. C'était, au hasard des choses qui lui revenaient en tête, des orémus de Metz, ou bien des couplets très vilains qu'elle avait entendus jadis sur le port, répétés par des matelots. Il lui arrivait d'entonner les fillettes de Paimpol, ou bien, en balançant la tête et battant la mesure avec son pied, elle prenait « Mon mari vient de partir pour la pêche d'Islande. Mon mari vient de partir, il m'a laissé sans le sou, mais, tralala, la la lou, j'en gagne, j'en gagne. » Chaque fois, cela s'arrêtait tout court, en même temps que ses yeux s'ouvraient bien grands dans le vague, en perdant toute expression de vie, comme ces flammes déjà mourantes qui s'agrandissent subitement pour s'éteindre. Et après, elle baissait la tête, restait longtemps caduque, en laissant pendre la mâchoire d'en bas à la manière des morts. Elle n'était plus bien propre non plus, et c'était un autre genre d'épreuve sur lequel Gaude n'avait pas compté. Un jour, il lui arriva de ne plus se souvenir de son petit-fils. « Sylvestre, Sylvestre, disait-elle à Gaude, en ayant l'air de chercher qui ce pouvait bien être. « Ah, dame, ma bonne, tu comprends, j'en ai eu tant quand j'étais jeune, des garçons, des filles et des garçons, qu'à cette heure, ma foi. » Et en disant cela, elle lançait en l'air ses pauvres mains ridées, avec un geste d'insouciance presque libertine. Le lendemain, par exemple, elle se souvenait bien de lui, et en citant 1000 petites choses qu'il avait faites ou qu'il avait dites, toute la journée, elle le pleura. Oh, ces veillées d'hiver, quand les branchages manquaient pour faire du feu. Travailler ayant froid,
travailler pour gagner sa vie, coudre menu, achever avant de dormir les ouvrages rapportés chaque soir de Paimpol. La grand-mère Yvonne, assise dans la cheminée, restait tranquille, les pieds contre les dernières braises, les mains ramassées sous son tablier. Mais au commencement de la soirée, il fallait toujours tenir des conversations avec elle. « Tu ne me dis rien, ma bonne fille, pourquoi ça donc ? Dans mon temps à moi, j'en ai pourtant connu de ton âge qui savaient causer. Me semble que nous n'aurions pas l'air si tristes, là, toutes les deux, si tu voulais parler un peu. » Alors Gaude racontait des nouvelles quelconques qu'elle avait apprises en ville, ou disait les noms des gens qu'elle avait rencontrés en chemin, parlait de choses qui lui étaient bien indifférentes à elle-même, comme, du reste, tout au monde à présent, puis s'arrêtait au milieu de ses histoires quand elle voyait la pauvre vieille endormie. Rien de vivant, rien de jeune autour d'elle, dont la fraîche jeunesse appelait la jeunesse. Sa beauté allait se consumer, solitaire et stérile. Le vent de la mer, qui arrivait de partout, agitait sa lampe, et le bruit des lames s'entendait là comme dans un navire. En l'écoutant, elle y mêlait le souvenir toujours présent et douloureux de Yann, dont ces choses étaient le domaine. Durant les grandes nuits d'épouvante, où tout était déchaîné et hurlant dans le noir du dehors, elle songeait avec plus d'angoisse à lui. Et puis seule, toujours seule avec cette grand-mère qui dormait, elle avait peur quelquefois, et regardait dans les coins obscurs en pensant aux marins ses ancêtres, qui avaient vécu dans ces étagères d'armoires, qui avaient péri au large pendant de semblables nuits, et dont les âmes pouvaient revenir. Elle ne se sentait pas protégée contre la visite de ces morts par la présence de cette si vieille femme qui était déjà presque des leurs. Tout à coup, elle frémissait de la tête aux pieds, en entendant partir du coin de la cheminée un petit filet de voix cassé, flûté, comme étouffé sous terre. D'un ton guilleret qui donnait froid à l'âme, la voix chantait. « Pour la pêche d'Islande, mon mari vient de partir. Il m'a laissé sans le sou, mais trala lou. » Et alors, elle subissait ce genre particulier de frayeur que cause la compagnie des folles. La pluie tombait, avec un petit bruit incessant de fontaine. On l'entendait presque sans répit ruisseler dehors sur les murs. Dans le vieux toit de mousse, il y avait des gouttières qui, toujours aux mêmes endroits, infatigables, monotones, faisaient le même tintement triste. Elles détrempaient par places le sol du logis, qui était de roches et de terre battue avec des graviers et des coquilles. On sentait l'eau partout autour de soi. Elle vous enveloppait de ses masses froides, infinies. Une eau tourmentée, fouettante, s'émiettant dans l'air, épaississant l'obscurité, et isolant encore davantage les unes des autres les chaumières éparses du pays de Ploubazlanec. Les soirées de dimanche étaient pour Gaude les plus sinistres, à cause d'une certaine gaieté qu'elles apportaient ailleurs. C'étaient des espèces de soirées joyeuses, même dans ces petits hameaux perdus de la côte. Il y avait toujours, ici ou là, quelques chaumières fermées, battues par la pluie noire, d'où partaient des chants lourds. Au-dedans, des tables alignées pour les buveurs, des marins se séchant à des flambées fumeuses. Les vieux se contentant avec de l'eau-de-vie, les jeunes courtisans des filles, tous allant jusqu'à l'ivresse et chantant pour s'étourdir. Et, près d'eux, la mer, leur tombeau de demain, chantait aussi, emplissant la nuit de sa voix immense. Certains dimanches, des bandes de jeunes hommes, qui sortaient de ces cabarets-là ou revenaient de Paimpol, passaient dans le chemin près de la porte des moines. C'étaient ceux qui habitaient à l'extrémité des terres, vers Port Haven. Ils passaient très tard, échappés des bras des filles, insouciants de se mouiller,
coutumiers des rafales et des ondées. Gaude tendait l'oreille à leurs chansons, à leurs cris, très vite noyé dans le bruit des bourrasques ou de la houle, cherchant à démêler la voix de Yann, se sentant trembler ensuite quand elle s'imaginait l'avoir reconnu. N'être pas revenu les voir, c'était mal de la part de ce Yann. Et mener une vie joyeuse, si près de la mort de Sylvestre, tout cela ne lui ressemblait pas. Non, elle ne le comprenait plus décidément. Et, malgré tout, ne pouvait se détacher de lui, ni croire qu'il fût sans cœur. Le fait est que, depuis son retour, sa vie était bien dissipée. D'abord, il y avait eu la tournée habituelle d'octobre dans le golfe de Gascogne. Et c'est toujours pour ces Islandais une période de plaisir, un moment où ils ont dans leur bourse un peu d'argent à dépenser sans souci, de petites avances pour s'amuser, que les capitaines donnent sur les grandes parts de pêche, payables seulement en hiver. On était allé, comme tous les ans, chercher du sel dans les îles, et lui s'était repris d'amour à Saint-Martin-de-Ré pour certaine fille brune, sa maîtresse du précédent automne. Ensemble ils s'étaient promenés, au dernier gai soleil, dans les vignes rousses, toutes remplies du chant des alouettes, tout embaumées par les raisins mûrs, les œillets des sables et les senteurs marines des plages. Ensemble ils avaient chanté et dansé des rondes à ces veillées de vendange où l'on se grise, d'une ivresse amoureuse et légère, en buvant le vin doux. Ensuite, la Marie ayant poussé jusqu'à Bordeaux, il avait retrouvé, dans un grand estaminet tout en dorure, la belle chanteuse à la montre, et s'était négligemment laissé adorer pendant 8 nouveaux jours. Revenu en Bretagne au mois de novembre, il avait assisté à plusieurs mariages de ses amis, comme garçon d'honneur, tout le temps dans ses beaux habits de fête, et souvent ivre après minuit, sur la fin des bals. Chaque semaine, il lui arrivait quelque aventure nouvelle, que les filles s'empressaient de raconter à Gaude, en exagérant. 3 ou 4 fois, elle l'avait vu de loin venir en face d'elle, sur ce chemin de Ploubazlanec, mais toujours à temps pour l'éviter. Lui aussi, du reste, dans ces cas-là, prenait à travers la lande. Comme par une entente muette, maintenant, il se fuyait.